Donc, petit point au 1er octobre. Hein. La dernière fois, c'était en 1er juillet. Le temps a passé et le temps également s'est couvert. Donc, les chiffres du mois de septembre. Véhicules légers, moins 17,3, moins 18,3 en VP, moins 12,5 en VUL et moins 20 en véhicules industriels. Certes, avec 2 jours ouvrables de moins, ce qui vous enlève en gros 10 points à cette baisse. Pour avoir la correction, vous avez les chiffres dans le communiqué de presse. Ce qui donne en cumul, ce qui nous intéresse toujours plus, hein, moins 12,9 en véhicules légers, moins 13,9 en VP, moins 7,9 en VUL et moins 6,8 en véhicules industriels. Là, l'effet jour ouvré est beaucoup plus faible, évidemment relatif, puisqu'il n'y a plus qu'un jour d'écart par rapport à l'an dernier. Donc, impact insignifiant. Si on regarde les courbes mensuelles depuis 5 ans, la ligne rouge qui mérite bien sa couleur, c'est 2012. Vous voyez qu'elle est en dessous de toutes les lignes au-dessus, à part un mois de février, là, tout à fait par accident. Donc, le marché décroche. Au mois de juillet, début juillet, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez que nous avions maintenu à l'époque une prévision de fourchette de moins 8 à moins 10 en vous disant qu'on serait plus près de moins 10 que de moins 8. Mais force est de constater que les 3 mois qui ont suivi se sont plutôt enfoncés, donc on s'enfonce dans la crise, hein, tous les indicateurs nous le disent, et il est clair qu'aujourd'hui, cette fourchette ne tient plus, et que donc la reprévision se situe autour de moins 12 en 2012, et je dirais, et encore, à condition que ça ne se dégrade pas sur les 3 mois qui viennent. Donc si on regarde maintenant les chiffres plus détaillés, vous avez sur le mois de septembre, hein, je vous laisse lire, vous voyez là l'effet des jours ouvrés, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, à peu près presque 10 points, puisque on est à moins 17,3 en véhicules légers sur le mois, mais moins 9 corrigé des jours ouvrés, moins 18,3 en VP, moins 12,5 en véhicules utilitaires légers, et le moins 20 qui devient moins 12 corrigé des jours ouvrés sur les véhicules industriels. Donc la baisse est forte. En véhicules légers par groupe, on retrouve les chiffres cette fois-ci par groupe. Donc vous voyez que PSA s'en tire mieux que Renault, ou moins mal que Renault, puisque dans un marché à moins 17,3, PSA est à moins 6,5 seulement, tandis que le groupe Renault est à moins 29. Les groupes français donc étant à moins 18, à peu près, enfin, dans la même fourchette que les groupes étrangers. Donc PSA, je ne sais pas s'il y a des gens des marques là. Oui, il y a Marie de Citroën. D'accord, ok. Donc Peugeot surtout avait souffert, rappelez-vous, d'un problème industriel tout à fait significatif, une sombre histoire de manque de vis. Mais bon, l'automobile, s'il n'y a pas de vis, on ne fait plus la voiture. Et donc en comparaison, s'en tire beaucoup mieux que les autres, enfin l'autre groupe français qui est Renault. Total, groupe français, 57,1% sur le mois de septembre. Si on regarde en VP maintenant, on retrouve le même constat de différence entre PSA et Renault, puisque PSA est à moins 5, alors que le groupe Renault est à moins 33. Ce qui nous fait un total groupe français à 54%. Véhicules utilitaires légers souffrent moins. Les groupes français, on se le dit à chaque fois, et c'est tant mieux, les groupes français sont extrêmement présents puisqu'ils contrôlent 70% du marché au total.
avec des comparaisons, des évolutions relativement similaires entre PSA et Renault, moins 12,4 et moins 12,5. Donc à l'identique à peu près du marché qui est à moins 12,5. Alors si on fait maintenant le cumul sur les 9 premiers mois, de façon graphique, là on voit bien le décrochement du marché, notamment en VP, par rapport à 2011 et par rapport à 2010 d'ailleurs, et décrochement beaucoup moins sensible sur le véhicule utilitaire léger ainsi que sur les véhicules industriels. Donc là, la chute de la demande est très forte. Vous vous rappelez qu'au début de l'année, on disait à chaque fois, et c'était vrai, attention, on se compare à un début d'année 2011 qui bénéficiait encore très fortement de la fin de la prime à la casse. Bon, au bout de 9 mois, cet effet-là est tout de même tout à fait de deuxième ordre. Et là, on parle clairement d'une chute du marché tout à fait significative. Que dans le détail, sur les véhicules légers, sur le slide d'après, on retrouve les chiffres. Donc là, les évolutions de PSA et de Renault se lissent sur 9 mois et sont relativement comparables, bon, sauf pour Dacia, dont on connaît l'histoire un petit peu spécifique, et se situent autour de moins 17%, tant pour le groupe PSA que pour le groupe Renault. Les Français contrôlant, les groupes français, ces deux groupes contrôlant 56% du marché. Véhicule VP sur le graphe qui suit. Je vous laisse lire les chiffres. Donc en VP, la Renault souffre un petit peu plus que PSA, moins 19,8 pour Renault, moins 18,4 pour PSA, Dacia qui souffre pratiquement pas, ce qui nous fait des groupes français à 53,4% du marché. Véhicule utilitaire léger, on retrouve là un Renault qui s'en est relativement mieux tiré que PSA, moins 2,7, tandis que PSA est à moins 11,5 dans un marché à moins 7,9 qui est contrôlé à 66% par les groupes français. Véhicules industriels, le marché est à moins 6,8. Renault Truck souffre plus que le marché à moins 11,3, tout en contrôlant néanmoins toujours quasiment 30% du dit marché. Quand on regarde le top 10 des VP en France, vous vous rappelez qu'au 1er juillet, la 208 était frappée à la porte puisqu'ils étaient en 11e place. Il n'était pas très difficile de prévoir qu'il allait rentrer dans le top 10. La voilà en 6e position, ce qui fait d'ailleurs qu'un modèle étranger, il ne reste plus qu'un modèle étranger dans le top 10, qui est la Polo, à 2,3% du marché. Vous avez les pénétrations des différents modèles, vous avez 2 Renault, 2 Citroën, 4 Peugeot et une Renault en 10e position qui est la Twingo. Pour mémoire, ou plutôt pour votre lecture attentive et studieuse, vous avez la liste des 90 autres véhicules du top 100. En véhicule utilitaire léger, la structure n'a pas été vraiment changée. Et on retrouve toujours 2 véhicules étrangers, un Fiat Ducato et un Ford le Transit dans les 10 premiers. Les autres, Renault et PSA, étant solidement aux commandes très françaises donc, de ce top 10. Idem pour les 90 autres véhicules utilitaires légers du top 100. En termes de structure de gamme, l'évolution qu'on constate, mois après mois ou 3 mois après 3 mois, se confirme. Vous voyez les économiques inférieures qui baissent en dessous des 50%. Donc là, c'est vraiment la fin de la prime à la casse qui se confirme, qui se voit plutôt là-dessus, et qui, à l'inverse, donne plus d'espace pour les moyennes inférieures qui continuent à monter,
et un peu à la marge, les moyennes supérieures et luxe. Si on se compare par rapport à l'Europe, vous voyez que nous sommes toujours un marché où l'économique inférieure est significativement plus présent, 10 points de plus, 49 contre 39% du marché. Qu'en moyenne inférieure, c'est similaire, 32 contre 30, c'est comparable, et que par contre, la différenciation est forte sur la moyenne supérieure et sur les supérieures et luxe. Bon, ça, il faut quand même se le rappeler à chaque fois, parce que, à propos de montée en gamme, dont on nous rabat les oreilles à longueur de conversation de salon, il faut quand même se rappeler à chaque fois que le marché haut de gamme français, il est 5 fois inférieur au marché haut de gamme allemand, pour différentes raisons, qui sont l'accumulation de taxes diverses et variées depuis 30 ans. Et que donc faire du haut de gamme au sens strict, supérieur et luxe, quand on a une base qui est aussi restreinte par rapport aux Allemands, c'est extrêmement difficile. Donc c'est probablement pas là la solution, mais on peut en parler plus tard éventuellement dans ce contexte, ou plutôt dans un des nombreux ateliers du mondial que je vous recommande chaudement, et qui démarre tout à l'heure, le 1er à 11h. En termes de carrosserie, cette fois-ci, l'évolution est nette. Nous sommes, par rapport à l'Europe, de façon significative, plus berline, de façon plus significative encore, plus de monospace et moins de break. Hein, c'est les trois pavés de gauche, enfin, qui sont vers la gauche. Et puis, nous nous rapprochons de l'Europe à grands pas, parce que plus de points, on passe de 13% à 15% en tout terrain et tout chemin, de la moyenne européenne, qui est à 16%. Donc ce salon, d'ailleurs, en est un reflet, une illustration fidèle, puisque parmi les nouveautés, vous avez beaucoup de SUV, de crossover, de modèles métis, etc., etc. Maintenant, le petit zoom habituel sur le CO2 de janvier à septembre. Toujours, la convention, on segmente les trois couleurs en zone bonusée, neutre ou malucée, avec les dernières tranches qui sont en vigueur aujourd'hui, de façon à ce que ce soit comparable. Vous voyez que ça continue à grimper de façon extrêmement forte, puisqu'on est, regardez les zones malucées, le vert en bas, où on passe de 11 points à 22 points en un an seulement. C'est extrêmement spectaculaire. On se redit cette fois-ci, comme les autres fois, que ce levier de bonus-malus pour agir sur le CO2, qui est donc un levier politique, politique et économique, est d'une efficacité redoutable. Et si on regarde maintenant au niveau européen, vous voyez la moyenne européenne qui est à 132,6 grammes par kilomètre. La France, qui est bon élève, à 124,2 grammes, donc vraiment dans les tout premiers. L'Europe donc continue à gagner environ entre 2 et 3 grammes par an, donc ce qui est tout à fait significatif aussi, ce qui est considérable, et ce qui, évidemment, plus la valeur absolue est faible, plus continuer à gagner 1 gramme devient difficile et plus coûteux. Il est clair, d'ailleurs, que pour arriver à l'objectif que vous connaissez, de 95 grammes en 2020 par kilomètre, si vous faites le calcul, il va falloir accélérer le rythme, et 2 grammes par an, ça ne va pas suffire, il va falloir passer plutôt à 5 grammes par an. Il est clair que pour ce faire, ça présuppose une montée en puissance forte, qui va donc se produire, c'est écrit, de tout ce qui est hybride et électrique sur le marché, à défaut de quoi les 95 grammes ne seraient pas atteignables. Voilà pour ces petits commentaires rapides, et je suis à votre disposition pour vos questions et un petit échange si vous avez des questions.
Alors, je vais répondre à une question qui n'est pas posée, comme ça on gagne du temps. Les véhicules électriques, là, qu'on s'est fait sortir rapidement ce matin, on est aujourd'hui à 6900 véhicules électriques purs, hein, immatriculés depuis le début de l'année en VP et VU. Vous avez 4300 VP et 2600 véhicules utilitaires, essentiellement des Kangoo électriques, bien sûr. Au mois de septembre, c'est l'évolution. Alors, au mois de septembre, il y en a 1000. Il y a 1000. Il y a 510 VP et 490, en gros, VU. Donc vous voyez qu'on va effectivement tangenter par le haut, enfin, traverser la barrière des 10 000 sur l'année et à mon avis tangenter les 12 000. On verra. Donc le marché est plus mauvais que ce qu'on pensait. Bon, la prévision européenne, vous le savez, se situe autour de 0,8, alors qu'il y a encore 3 mois, on parlait plutôt de -6 à -7. Les pays du Sud continuent à souffrir plutôt plus que craint, et la France aussi. Donc la somme de tout ça nous recale une prévision à la baisse sur l'Europe. Et par contre, au niveau mondial, donc on est vraiment dans un problème spécifiquement européen. Au niveau mondial, là, je vous présentais vendredi les chiffres de production en tant que président de l'OICA. Production mondiale est à +8 ou +9% sur les 6 premiers mois de 2012. Donc, bon, on est clairement dans un problème européen, ce qui différencie cette crise assez nettement par rapport à la crise de 2008, qui, elle, était une asphyxie mondiale d'origine financière. Moins 12% minimum cette année. L'année prochaine, et à quand est-ce que ça va repartir? Honnêtement, on ne voit vraiment pas très bien pourquoi ça partirait, ni donc quand. Une autre façon de le dire, c'est qu'on pense que l'année prochaine, ça sera au mieux stable, plus probablement encore légèrement négatif, donc de peu, hein, de quelques points. Et ensuite, on voit un long faux plat, c'est-à-dire une remontée lente vers les objectifs, vers les chiffres, pardon, d'avant la crise de 2007, mais pas avant 4 ans, 5 ans. Bon, on est clairement dans un marché saturé. Donc le moindre grain de sable, alors en plus c'est pas un grain de sable, c'est quand même quelques gros cailloux dans la machine, les gens reportent leurs achats et ça va très vite. Je me souviens quand je rentrais dans le monde de l'automobile, c'était la crise pétrolière aux États-Unis, c'était moins 50% immédiatement, et c'était il y a 40 ans, donc c'était moins saturé qu'aujourd'hui. Une autre façon de le dire, il suffit qu'un propriétaire sur deux d'une voiture, puisqu'il a une voiture, ils ont tous des voitures, pour pas dire 3 ou 4, se disent, bon, le temps se couvre, je vais attendre 6 mois pour renouveler ma voiture, ben, ça fait moins 50%. Donc c'est extrêmement spectaculaire. Et c'est ce qui nous arrive maintenant, spécifiquement en Europe, et de façon très ciblée, justement avec des chiffres qui sont de l'ordre de moins 40% dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Est-ce que les ventes se reportent sur le VO? Le VO c'est pas mal tenu en début d'année. À dire vrai, on n'a pas regardé les chiffres plus récemment. Donc je ne sais pas répondre à la question. Ce serait bien d'ailleurs quand tu as quelque chose là-dessus, sur le VO? Non, pas plus que tu. Comme j'ai pas dit grand-chose. Ça se tient forcément mieux puisque c'est aligné sur le parc. Hein, c'est toujours à peu près un peu moins d'une voiture sur 5 qui est en rotation. Mais sur les véhicules récents, c'est peut-être un peu plus calme que ça n'a été. C'est surtout les véhicules les plus vieux qui continuent de circuler, d'être revendus. Pour se dire que ça intéresse,
donc vendredi matin, là, je vais commenter quelques chiffres de l'OICA qui vont être mis sur le site de l'OICA, pas tous les chiffres, mais au moins le topo, et vous verrez des calculs précis de parc mondial. De vente mondiale, ça existe déjà à droite à gauche, mais cette fois-ci, ce sont des chiffres qui sont ou seront certifiés entre guillemets OICA, donc ce n'est pas des estimations d'instituts de droite et de gauche, et d'intéressants rapports de production divisé par vente, divisé par les ventes, par marché. Il n'y a pas tous les marchés, hein, il y a quelques illustrations où ce qui permet de distinguer au fond la couverture, d'une certaine façon, de l'industrie locale, par l'industrie locale, d'un marché donné. Je vous encourage à le voir, il faudra quand même vérifier d'ailleurs qu'il va être vite sur le site. Et donc vous verrez aussi sur ces graphiques, bon, des choses qui sont évidentes, mais c'est encore plus net quand on voit les chiffres, que les parcs automobiles, par exemple, sur les marchés saturés, ne croissent plus, ne croissent. C'est ça, ne croissent plus. Et aux États-Unis, par exemple, c'est stable. C'est la saturation, la totale. Le marché devient une voiture qui rentre, il y a une voiture qui sort de 19 ans d'âge, éventuellement, puisque le parc vieillit par ailleurs. C'est la même situation sur tous les marchés européens. L'Espagne, ils ont chuté, ils ont repris, ou ils ont par rapport En termes de parc ou de... Ah bah de vente, le chiffre, on n'a pas encore les statistiques européennes, mais les marchés du sud de l'Europe souffrent bien plus. C'est-à-dire que nous, enfin la France, est clairement au milieu, quoi. C'est-à-dire qu'on est moins bien que l'Allemagne et même l'Angleterre, en relatif. Et par contre, moins mal que Italie, Espagne, Portugal. Là, on aura les chiffres, peut-être aujourd'hui, les premières estimations aujourd'hui, mais c'est absolument spectaculaire. Il y a des marchés qui sont à la moitié, au tiers des chiffres d'avant la crise. Donc, le temps est difficile. Vous parliez du haut de gamme en disant que pour vous, ce n'est pas la solution à monter en gamme des constructeurs français. Oui. C'est toute la question qui se pose à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait permettre de maintenir la production automobile en France? Ce n'est pas la montée en gamme. C'est la montée en gamme, mais pas nécessairement faire des voitures du segment dit haut de gamme. On n'est pas, en se mettant en face de BM et de Mercedes sur un marché qui est, comme je l'ai dit, 4 fois plus petit. En France, on ne trouvera pas, à mon avis, la rentabilité. Par contre, et d'ailleurs PSA le fait bien, surtout Citroën, c'est le haut de gamme au sein de chacun des segments. Donc typiquement la gamme DS, ça c'est astucieux. C'est Initial Paris, de façon plus modeste, pour Renault. Et là, on crée effectivement de la valeur sur des segments sur lesquels les constructeurs français sont globalement crédibles, qui sont les segments depuis les segments économiques jusqu'à moyenne inférieure ou moyenne supérieure. Et là-dedans, mettre de la valeur, donc soit de la valeur à l'ADS, entre guillemets, donc de la valeur en produit, en contenu, en design spécifique, soit de la valeur technologique, soit les deux d'ailleurs, de la valeur technologique. Donc là, c'est au PSA, c'est les hybrides, et pour Renault, c'est aujourd'hui en termes stratégiques, c'est surtout le véhicule électrique. Donc là, vous mettez de la valeur ajoutée, parce que le haut de gamme, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui intègre plus de valeur ajoutée que d'autres. Bon, c'est pas obligé de faire une Mercedes de 5 mètres de long pour faire ça. Hein. Vous faites ça très très bien sur une DS3 ou une Zoé sur une voiture électrique. C'est ça que je voulais dire en fait tout à l'heure. Et là, on est crédible en termes de... parce que c'est notre patrimoine historique. Hein. Pour remonter au succès dans le haut de gamme, il faut remonter quand même assez loin. Il faut bien reconnaître dans le haut de gamme traditionnel.
de Renault ou de PSA. Haut de gamme au sens strict, hein. Je parle vraiment des voitures du segment S. Et par contre, on est crédible depuis la Twingo initiale jusqu'à la DS5 hybride, etc. Donc c'est ça. Et là, vous avez la valeur ajoutée, et là, vous pouvez, on y arrive, et les constructeurs y arrivent, fabriquer en France. Sur le marché du low cost, des véhicules, voilà, vous parliez des inférieurs économiques qui se ralentissent un peu, globalement, vous avez des tendances sur le low cost. Oui. Bah, écoutez, on a vu les résultats d'Dacia en relatif, donc ce segment-là nouveau, créé ou recréé ou boosté par le groupe Renault à travers Dacia, souffre moins que les autres. C'est un fait, c'est pas très étonnant compte tenu quand même du climat de crise qu'on traverse, d'une part, et puis du rapport prix-contenu que propose Dacia ou d'autres qui arrivent sur ce marché. C'est clair que ce segment, vous le savez, est un segment qui est donc assez solide et qui, s'il est bien traité, ce qui est le cas par Dacia, est un segment rentable. Donc le salut ne vient pas non plus nécessairement en termes économiques uniquement par le haut de gamme au sens où on entendait tout à l'heure il y a 3 minutes. Donc il y a de la place aux deux bouts en fait de l'échiquier. Est-ce que la guerre des prix fait toujours rage? Est-ce que c'est en train de s'intensifier S'intensifier, je ne sais pas, parce que c'est tellement violent déjà que je ne pense pas que ça puisse tellement s'intensifier. Quand les constructeurs... Il y a une limite qui est la rentabilité, le résultat, pour le profit. Donc il est clair que quand on est dans le rouge ou pas très loin de zéro, en tout cas sur la branche automobile, et c'est le cas de plusieurs constructeurs généralistes en Europe, là, aucune direction générale ne donne le feu vert pour continuer la guerre des prix, donc, enfin pour l'accentuer, pardon. Donc je ne pense pas que ça puisse vraiment s'intensifier. La question ce serait est-ce que ça peut s'arranger? J'y crois pas trop dans les mois qui viennent, si ce n'est au fur et à mesure que sortent de nouveaux produits. Ça c'est une opportunité qu'ont les constructeurs quand on propose un nouveau produit et s'il est réussi, bon voilà, à condition qu'il soit correctement positionné en prix, évidemment, là systématiquement vous proposez beaucoup moins de rabais, voire pas du tout pendant une période donnée. Donc là il y a quand même pas mal de lancements, soit récents comme la 208 pour Peugeot, soit à venir comme la Clio, qui devrait permettre de calmer un petit peu cet aspect des choses. Mais mis à part ces lancements de nouveaux produits, je ne vois pas très bien pourquoi cette guerre des prix se ralentirait. Même Peugeot commence à faire de grosses promotions sur la 208. Je ne sais pas, là je laisserai PSA éventuellement répondre là-dessus. Ah oui, c'est vrai que vous êtes Citroën. Oui, non, mais là, je peux ah oui, ça compte pas, oui, ça compte pas. D'accord. Bon. Et la montée des Coréennes, bon, alors c'est vrai que vous allez me dire que c'est très peu, quand même, il y a de plus en plus. Les Coréens, effectivement, ils sont à 6% maintenant en Europe, enfin à fin août. 6%, ça devient extrêmement significatif. Donc il y a la question, mais qu'est-ce qu'ils font, dumping, etc. etc. Bon, moi je suis, très honnêtement, le dumping, ça reste à démontrer. Ceci mis à part, ils font connaître qu'ils ont des produits convenables, qui sont installés maintenant en Europe et aux quatre coins du monde, que Hyundai, qui avait des problèmes de qualité énormes il y a une dizaine d'années,
aux États-Unis, ils étaient pratiquement éjectés du marché, et ben, ils les ont traités. Les ont traités, qu'aujourd'hui, les produits sont tout à fait convenables, donc ils prennent la place qu'on leur laisse, c'est les autres constructeurs, qu'on leur laisse prendre. Bon, c'est la bagarre. C'est la bagarre, ils prennent leur place. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voulais encore vous demander, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics comme mesure qui pourraient aider le secteur? Parce qu'il y a eu le plan auto présenté en juillet, mais c'est très axé autour des véhicules propres. De manière plus générale, est-ce que vous pensez que ça suffit ou est-ce qu'il faut encore d'autres choses? Le sujet clé dont les différents présidents ou soit des constructeurs, soit des équipementiers, soit d'organisations, etc. Le sujet clé, c'est la compétitivité. Donc, il est clair que la compétitivité coût n'est pas une réponse unique à ce problème, c'est une condition, par contre, nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour maintenir la production en France, voire la développer autour de produits à haute valeur ajoutée. Donc, le sujet qui n'est pas traité aujourd'hui, c'est le sujet de la compétitivité coût. Les autres sujets, compétitivité dit hors coût, innovation, encouragement à l'innovation à travers le crédit impôt recherche, le plan auto qui a été annoncé au mois de juillet, donc tout ça va dans le bon sens. Le reste de la compétitivité dite hors coût, c'est entre les mains des industriels. Donc ça, c'est à nous de faire notre travail. Et quand je dis nous, c'est nous, filière. C'est pas seulement les constructeurs, c'est la filière. Et vous savez que le président Hollande, quand il est venu ici... Oui, bon. Est-ce qu'on peut faire taire ces gens-là? A réuni donc la plateforme de la filière automobile vendredi après-midi, et le sujet c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire que la compétitivité constructeur c'est une chose, mais ça n'est qu'une partie. Le tout, je dirais les 2/3 pratiquement, c'est le reste, c'est la filière amont, c'est les équipementiers, les fournisseurs de rang 2, 3, c'est l'ensemble de la chaîne. Donc ce sujet-là, c'est le sujet central qui, à ce jour, n'est pas traité, mais bon, dont le gouvernement a nettement pris note, sans pour autant qu'aujourd'hui, on ait encore de solutions. C'est vraiment le sujet qui dépasse d'ailleurs l'automobile. C'est un sujet d'industrie, au sens le plus large. Et d'ailleurs, on a une conférence du groupement des fédérations industrielles le 4 octobre ici, dont le thème sera la compétitivité, où tu donneras quelques exemples automobiles. C'est à 8h30, 9h 9h, 4 octobre ici. Pierre Gattaz et Patrick. Voilà. Donc on mettra une couche là-dessus. Ils nous laisseront rentrer. Ouais, mais nous on se débrouille. C'est aussi d'ailleurs un des sujets des tables rondes, des ateliers du mondial. D'ailleurs, tout à l'heure. Tout à l'heure, à 11h. Alors, à 11h, c'est compétitivité hors coût, plutôt. C'est innovation. Et la compétitivité, c'est demain. 15h. 15h, voilà. Donc, on traite bien ces sujets-là. Essayez, si vous pouvez, vous verrez le programme, là, des ateliers. Inscrivez-vous, c'est une innovation cette année. On a pris le risque, parce qu'on s'est un peu lancé dans une folle aventure, là, d'une vingtaine de colloques sur 2 semaines, ce qui nous permet d'avoir des sujets très très variés. Il y a depuis l'automobile, un tel un sexe, jusqu'à la compétitivité coût. Vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Et faites votre marché là-dedans. Le but de cette initiative, c'est de consolider le Mondial de Paris, qui est le plus grand salon grand public du monde, en nombre de visiteurs, et de lui donner une coloration technique, scientifique et sociétale, de le faire à la française,
comme le font d'autres grands salons, notamment les Allemands, qui eux font essentiellement des sujets techniques, au moment du salon, pour lui donner aussi une ossature scientifique. Ils profitent du salon pour ça. Donc nous, on profite du salon pour faire ces ateliers du mondial, donc on le fait là aussi à la française, de façon plus diversifiée. Donc je vous encourage à y aller et à en parler. Encore que c'est déjà bien plein, je crois. Hein, mais... Oui. Mais pour les journalistes, il y a du hors-liste. Vous pouvez toujours venir vous inscrire. Privilège, privilège. Voilà, bah, écoutez, on s'arrête là, si vous voulez bien. Merci. Et à la prochaine.